C'est encore un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Nous sommes vendredi 2 septembre 2022. Madame, Messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Deux sujets au menu aujourd'hui, la REF 2022. REF 2022, l'offensive diplomatique béninoise a-t-elle fait mouche? C'est une interrogation à laquelle vont répondre les débatteurs déjà sur ce plateau. Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latunji élue présidente. L'on nous parle d'une élection, d'une assemblée qui s'est déroulée dans le cafouillage total. Nous allons donc nous prononcer sur le sujet et voir un peu indexer les tenants et les aboutissants si possible. Madame, Messieurs, voilà le décor planté. Merci de garder votre position d'écoute et nous, on se retrouve juste après cette virgule. Laurent Roland Tonneikes à ma droite, comme Jésus à la droite du Père. Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour et bonjour aux amis internautes qui ont pris le rendez-vous de nous suivre. Bonjour aux téléspectateurs, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi. À ma gauche, Syriac Dekenou, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur, journaliste, qu'il est à la droite du Père. Nous sommes plus sains que lui. Quelle belle manière de m'attaquer dès l'entame de l'émission. Quelle belle manière de l'attaquer dès l'entame de cette émission. Vous êtes bien inspiré, Syriac Dekenou. Puisque vous me reconnaissez pasteur, venez me payer la dîme quand même. Il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes très inspiré, comme je le disais. On espère que cette inspiration aura bien sûr d'impact sur la vivacité du forum des rédactions d'aujourd'hui. Vous êtes journaliste, bien entendu, analyste politique, mais directeur de publication du journal Émergence Info. Merci pour ce que vous faites pour la République. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, vous savez que l'actualité nationale, internationale a été nourrie cette semaine, surtout le mardi, avec la présence du chef de l'État devant les entrepreneurs français. C'était à l'occasion de la REF 22 où le président de la République a essayé de convaincre en face les entrepreneurs à venir investir chez lui au pays. Il a abordé plusieurs sujets, l'électricité, la justice, l'emploi et tout ce que vous savez. Est-ce que le président de la République a convaincu? L'offensive diplomatique béninoise a-t-elle fait mouche, comme on le dit? Et c'est de ça que nous allons parler. Et je vais tout de suite m'adresser à vous, Syriac Dekenou. Vous avez certainement suivi les propos du président de la République. En quelques secondes, vous allez nous dire vos premières impressions avant qu'on ne suive donc l'extrait prévu à ce propos. J'avoue que j'ai été sidéré par cette démarche de Patrice Talon qui a redoré encore une fois son costume d'homme d'affaires qui sans doute a du flair et qui est allé vendre quand même, disons, ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire le Bénin, aux investisseurs étrangers pour le compte de tous les Béninois. Laurent Roland Tonneikes, est-il de cet avis? Je crois que quand on suit le chef de l'État face aux entrepreneurs français, on ne peut qu'avoir un sentiment de fierté, bien évidemment, parce qu'il est à l'assaut des investisseurs. Et quand les investisseurs seront au Bénin, ça va créer de la richesse, ça va créer de l'emploi. Donc on ne peut que se réjouir, même si, dans le fond, on n'est pas d'accord avec certains thèmes utilisés. Nous n'avons pas tout l'extrait, toute la déclaration du président de la République. Voici les morceaux choisis. Suivez et on se retrouve juste après. Le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructure portuaire. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaire, routière, énergétique. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec la possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin.
les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces trois choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président. Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas en ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça, c'est le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années. Voilà une partie des déclarations du chef de l'État. Ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Certains sont allés jusqu'à dire que est-ce que le Bénin comment peut-on diriger le Bénin comme si c'était une entreprise et tout. Mais le chef de l'État a expliqué qu'il faut de l'ambition, du sérieux, de l'acharnement au travail, surtout mettre les gens au travail pour que les choses marchent. Syriac, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez fondamentalement, même si le chef de l'État reconnaît qu'avec sa méthode, les gens grincent les dents par rapport à la démocratie? Une chose est certaine, c'est-à-dire moi j'aurais quand même une double analyse par rapport à ce que Patrice Talon a dit. D'abord, si je me mets dans ma posture de journaliste béninois, je vais analyser tout cela comme quand même, disons, une certaine façon de vendre mieux le Bénin. Vous savez, personne ne peut mieux parler de vous que vous-même. Qui pour parler mieux du Bénin si ce n'est le président Patrice Talon? Et ce que j'ai noté, c'est le fait qu'il y a une certaine sincérité dans ses propos. Vous savez, d'habitude, nous avons l'habitude d'avoir, surtout dans ces séances-là, qui ont un trait à la fois diplomatique, mais quand même, disons, économique, des discours démagogiques, des discours qui tentent quand même à voiler la face, à voiler la réalité. Patrice Talon est parti d'un constat, le constat selon lequel il nous manquait un certain nombre de choses, mais qu'aujourd'hui, nous sommes quand même sur le chemin. Donc, ce témoignage-là est un témoignage qui amène les opérateurs économiques, notamment français, ceux du MEDEF, à mieux savoir ce qui se fait au Bénin. Parce que l'image que les gens ont du Bénin, c'est l'image d'un pays où, il y a de cela 10 ans, 15 ans, un peu plus tôt, on manquait d'électricité. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, d'infrastructure, il n'y a pas de zone économique. Et vous savez, est-ce que tout ce que nous faisons ici peut mieux se faire savoir à l'extérieur? Non, le Bénin n'est pas la France. Pour que le moindre investissement soit connu du monde entier, le Bénin n'est pas les États-Unis. Donc, ce cliché ancien que les gens avaient du Bénin est un cliché qu'il est allé en quelque sorte corriger. Seconde chose, si je me mets maintenant dans ma posture, quand même, disons, de journaliste, un peu plus commerçant, homme d'affaires, je dirais que ce qu'il est allé dire, c'est toute une réalité. Parce que lorsque vous parlez de l'acharnement, du sérieux et de l'ambition, ce sont les trois traits qui doivent guider tout homme qui veut réussir dans la vie. Si vous n'avez pas de l'ambition, vous n'allez pas juger utile pour vous
d'aller fréquenter, d'aller quand même, disons, étudier, d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Non, jamais. Si vous n'avez pas de l'ambition, il ne vous arrivera pas quand même, disons, d'avoir cette envie d'aller de l'avant et de réussir. Nous avons la chance aujourd'hui. Ça dit quoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé par le passé? Nous avons eu par le passé, et là, je ne suis pas en train de tenir un discours Populiste, vous le dites? Populiste, ni quand même, disons, un discours fanatique vis-à-vis de Patrice Talon. Mais ce qui nous a manqué par le passé, c'est que nous avons presque tout le temps eu des leaders qui ont eu l'ambition de diriger le Bénin, mais qui n'ont pas eu l'acharnement suffisant, ou soit qui ont été acharnés au travail, mais qui ont manqué du sérieux, ou bien qui n'ont pas su imprimer ce sérieux-là autour de leur entourage. Quand Patrice Talon vous parle du sérieux, c'est quoi? Tous les présidents que nous avons eus au Bénin ont eu l'ambition de diriger le Bénin, mais ont manqué de ce sérieux-là. Si vous n'êtes pas sérieux dans tout ce que vous entreprenez, supposons que vous êtes un commerçant, vous vendez le peu d'argent que vous trouvez, vous utilisez ça pour réaliser des choses, ou bien ça dit pour satisfaire tous vos fantasmes. Vous manquez de sérieux, vous n'allez pas évoluer. L'acharnement, c'est cette volonté perpétuelle de ne pas vous laisser, de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Tant que l'objectif de persévérer, tant que l'objectif de bien faire ce que l'on doit faire. Tant que l'objectif n'est pas atteint. Donc, lorsque Patrice Talon essaie un tant soit peu de parler ainsi, je le vois beaucoup plus quand même, disons, dans la poursuite plutôt d'un coach que plutôt même dans la poursuite d'un chef d'État. Il est allé et tout ce qu'il a donné, ce sont quand même, disons, des ingrédients très utiles. Maintenant, dans la suite, certainement, de l'émission, on ira sur quand même, disons, les quiproquos, sur certains aspects qui, sans doute, n'ont pas plu à tout le monde au cours de cette intervention de Patrice Talon au niveau de cette réunion de médias. De son côté, selon que les choses l'arrangent, donc on comprend. Laurent Roland-Tonnikès, le président, a affirmé que ce sont les Asiatiques qui viennent le plus souvent investir au Bénin. Vous êtes analyste politique. Pourquoi les Français ne sont pas aussi présents comme les Asiatiques? C'est devant les Français qu'il a tenu ses propos quand même. Vous savez, en Europe, le mode de fonctionnement n'est pas le même qu'en Asie. Et bien évidemment, Patrice Talon a beau fait de dire devant les entrepreneurs français qu'au Bénin, il n'y a plus de grève pour autant. Il a beau fait de dire qu'il y a un CDD qu'on peut renouveler à volonté. Mais les entreprises... C'est rassurant pour les Français. Ce n'est pas rassurant pour autant pour les Européens parce qu'un Européen même, vous allez voir que même avec les actions que le groupe Bolloré avait posées par le passé en Afrique, il a été attaqué en France. Et donc, bien évidemment, donc ces Européens aussi peuvent avoir, dans une certaine mesure, prendre du recul et dire, écoutez, même si les conditions arrangent le gouvernement en place, arrangent les opérateurs économiques sur place, est-ce que nous, en réalité, si on va là-bas, on s'offre sur ce terrain, est-ce que ça ne va pas nous créer des problèmes plus tard? C'est pourquoi je disais qu'il y a des choses sur lesquelles c'est bon de communiquer, de chercher à négocier, à séduire, à convaincre pour avoir un retour. Mais pour autant, tout n'est pas vendable. Tout n'est pas à mettre sur le tapis, sur la table de négociation. Parce qu'à des moments donnés, dans certaines démocraties, les gens vous diront, ce que vous dites là, ce n'est pas bien. Et ça ne met pas en valeur l'humain. Et moi, je dis, les réformes, on les fait. Au droit de grève. Oui, mais je dis, les réformes, on les fait pour qui? Le président ne devrait pas exposer. Pour moi, on doit dans toutes les. Voyait comme atout. Lui voit que il y a certains qui ne sont pas des atouts. Lui voit que c'est des atouts, mais en réalité, dans certains pays, c'est pas des atouts. C'est un frein à l'épanouissement de l'humain que nous constituons. Parce que l'humain est au cœur de tout développement. Et toute action de développement qui ne valorise pas l'humain n'est pas bon. En tout cas, toute action n'est pas bonne. Donc, c'est pour dire quoi? Quand on parle des grèves, par exemple, au Bénin, vous convenez avec moi que depuis des années, ceux qui sont au bas de l'échelle sont les moins traités, les maltraités. Et par contre, ceux qui sont à des postes de nomination du jour au lendemain s'enrichissent et sont vachement payés. C'est un secret de polichinelle de le dire comme ça. On sait que les députés sont bien payés, on sait que les ministres sont bien payés, on sait que les DG sont bien payés. Et les travailleurs qui sont au bas de l'échelle, on les prive du droit de grève. Je suis d'accord qu'il faut encadrer les grèves dans une certaine mesure parce que ça a créé beaucoup de dégâts dans notre pays, avouons-le. Mais tel qu'on l'a fait et tel qu'on le vante, est-ce que pour nous, en réalité, c'est vendable? Est-ce que ça donne une bonne image au Bénin? C'est autant d'éléments. Sinon, en réalité, Patrice Talon, à l'assaut des investisseurs européens, je crois que c'est une bonne chose pour nous. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs au Bénin, ça va d'abord permettre à ce que la richesse soit créée, que des emplois, les jeunes qui
sont à l'assaut, en tout cas qui cherchent le premier job, puissent être recrutés. N'oubliez pas que quand on a lancé la GDIZ, il y a eu beaucoup de jeunes, déjà 1000 qui avaient été recrutés pour la transformation du coton sur place. N'oubliez pas qu'il y a la transformation du cajou qui sera faite désormais sur le territoire national. N'oubliez pas que même avant la GDIZ, le chef de l'État avait amené une firme internationale qui fait déjà les jus à partir de la papaye, de l'ananas, des fruits que nous avons du côté d'Alada et Zé, bien évidemment. Ça crée de l'emploi. Et donc, tous les jours, quand vous voyez les camions transporter ces jus-là vers le port pour être exportés, c'est un sentiment de fierté. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les entreprises qui seront installées au Bénin vont pouvoir faire des produits qui pourront desservir le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, pourquoi pas. C'est-à-dire que quand il n'y a pas déjà de présence d'industrie de cette forme, en tout cas de cette taille en Afrique de l'Ouest, c'est qu'à partir du Bénin, le Bénin devient une plateforme qui va desservir tous les pays qui sont autour du Bénin. Donc oui, justement, ça participera à quelque chose dans ce pays. Ça va sortir les jeunes de la maison. Les jeunes qui sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux à critiquer, à dénoncer, à insulter, à s'amuser. Ça leur donne... Puisque quand vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps aux distractions, aux bêtises à la limite. Donc, je crois que c'est autant d'éléments. Et c'est pourquoi on ne peut que se réjouir de déjà ce qu'il est allé faire en France. Même si, moi je dis, compte tenu d'un certain nombre de contenus, on ne peut pas être d'accord concernant certains aspects abordés qui en réalité n'honorent pas, ne valorisent pas pour autant pour moi le Bénin et ne valorisent pas l'humain. L'humain doit être considéré être au centre de toute action. L'humain doit retrouver sa juste valeur. Parce qu'on a dénoncé Boniaï qui a parlé de dictature. C'est une façon pour le président de la République de montrer que les activités ne peuvent pas être aux arrêts et que s'ils investissent au Bénin, tout va se passer comme sur des roulettes. Si l'administration est paralysée, quand c'est comme si ça, les hôpitaux sont paralysés, quand vous dites ça, je pense quand même que c'est des pertes en matière non, économique. je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. On a vu dans ce pays des Chinois qui sont en train de faire des travaux, maltraiter les Béninois. Oui ou non? On a vu ça dans ce pays. Oui, on a vu ça dans ce pays. Mais ils n'ont pas eu le courage de parler. Il a fallu qu'il y ait des altercations pour que les gens comprennent qu'il y avait des problèmes. Quand vous dites ça, ça veut dire que l'expatrié investisseur vient investir dans votre pays et se fout de vos concitoyens. Parce qu'en réalité, il a la garantie ou la protection plus ou moins de l'État. Et donc, je pense que dans une certaine mesure, on ne peut pas promouvoir ça. Moi, j'estime de ma position qu'on ne peut pas promouvoir ça parce que ça ne nous valorise pas, ça ne nous donne pas de la valeur dans une certaine mesure. Donc, j'estime fondamentalement qu'il faut, au-delà de tout, travailler à donner de la valeur aux Béninois pour que les investisseurs qui viendront ne pensent pas que les Béninois sont en réalité des morpions, des serpiers sur lesquels on peut marcher à volonté. Ils sont venus gagner de l'argent, ils doivent pouvoir respecter les Béninois. Parce que quand on dit CDD, ça ne valorise pas l'employeur béninois. Ça ne nous valorise pas. Parce que l'employeur peut se lever demain matin pour dire « Mouriagua, bon, je me sépare de vous ». Parce qu'en réalité... Raison de plus pour que vous donnez à la tâche. Non, mais justement... Que vous puissiez davantage mériter votre place. Justement. C'est ce que dit le chef de l'État. Justement, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Vous avez beau travailler à avoir un bon rendement. C'est-à-dire que quand ça passe par la tête de l'employeur de vous faire partie, il faut faire partie. Donc, quand il va vouloir vous faire partie, il vous fera partie, que vous le vouliez ou pas. Donc, j'estime que dans une certaine mesure, ce n'est pas en réalité parce qu'on veut vous obliger à mieux faire, mais c'est-à-dire que vous êtes vulnérable. Professionnellement parlant. Et s'il y a envie de réagir sur le sujet, est-ce que vous êtes d'avis avec qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire sortir certains aspects qui ne sont pas des éléments de motivation pour, par exemple, les pays où la justice est très regardant sur certains aspects, comme la France? Je comprends et je concède à Laurent Tohinkes ses commentaires. C'est peut-être parce qu'il n'imagine pas ce que c'est que le point de vue d'un opérateur économique et d'un entrepreneur. L'opérateur économique, ce qui le préoccupe, lui, c'est comment réaliser des profits. Le reste, cela ne le préoccupe pas. Et quelle est la responsabilité de l'État? La responsabilité de l'État, c'est de créer toutes les conditions essentielles pour que l'opérateur économique puisse venir investir, c'est tout. Vous savez, vous avez posé tout à l'heure une question, celle de savoir pourquoi est-ce que ce ne sont que les Asiatiques et non les Français ou autres. Mais la réalité, elle est quoi aujourd'hui?
Mais la réalité, elle est quoi aujourd'hui? Allez même aujourd'hui, quand même, disons, en Europe. En Europe, aujourd'hui, les pays, les Asiatiques, aujourd'hui, investissent majoritairement en Europe, au point même où, en fait, l'essentiel même de plusieurs grands secteurs dans les pays de l'espace UE sont détenus par, quand même, disons, les Asiatiques. Et mieux, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est le pays qui compte le plus de milliardaires au monde? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est peut-être même, est aujourd'hui le pays qui compte même le plus de jeunes milliardaires au monde? C'est parce que ce sont des gens qui, en réalité, entreprennent. Quel est le rôle de l'État? Le rôle de l'État, c'est de dire non, chez nous, il n'y a pas telle et telle chose, chez nous, vous pouvez faire telle et telle chose. Lorsque l'on parle de CDD, tout truc là, mais moi, en fait, je trouve que tout ça là, que, en fait, c'est un faux débat. Ce n'est que celui qui a tout qui peut se permettre la gabégie. Lorsque vous êtes peut-être né dans une famille pauvre, où rien ne vous est encore acquis, vous irez à l'école matin, midi, soir, vous allez même étudier et dormir même tard à 4 h du matin et vous réveillez encore à 6 h du matin. C'est l'enfant pour qui les parents ont déjà acquis tout, qui peut se permettre quand même, disons, certains loisirs qui pourtant sont essentiels à la vie. Lorsque chez l'enfant, dont les parents ont tout, le week-end, non, on ne prend pas cahier, on va à la plage, on étudie. Chez le pauvre, ce n'est pas ça. Parce que vous n'avez pas encore. Donc, en réalité, ne comparez pas les réalités béninoises aux réalités françaises. Non. C'est deux clichés totalement différents. Au Bénin, nous n'avons encore rien. Et lorsque les gens parlent parfois, moi je dis, écoutez, c'est parce que les gens, en réalité, ne lisent pas. Allez fouiller l'histoire française, au temps de Napoléon et autres. La France est partie des pays qui ont connu l'une des plus grandes dictatures au monde. Quand on parle des questions de Napoléon, la royauté et autres, même au temps de, même quand même, disons, au début avec De Gaulle et autres. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez tout, vous pouvez vous permettre un certain... Ce que Patrice Talon essayait d'expliquer aux gens, c'est quoi? Regardez par exemple, dans un pays où nous n'avons absolument rien, où les Béninois peinent à manger, à se nourrir, pour une question de grève, vous allez à l'hôpital, vous ne trouvez absolument personne. On dit non, que c'est de la grève. Mais cela n'empêchera pas ce fonctionnaire qui grève d'obtenir son salaire à la fin du mois. Pour une question de grève, nos enfants ne vont plus à l'école. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est quoi? Pour nous, parents d'élèves, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On a même plus de plaisir à mettre son enfant dans les établissements publics que même dans les établissements privés. De sorte même que vous allez faire une remarque. Le coût de la scolarité au niveau des établissements privés, depuis un certain nombre d'années, a totalement baissé. Parce qu'on ne trouve plus forcément d'intérêt à aller mettre son enfant dans un établissement privé. Pourquoi est-ce qu'on fuyait le public? C'est à cause des grèves. C'était à des cause grèves perlées. Des grèves. Donc, lorsqu'un chef de l'État dit ceci... Et les enseignants allaient en grève pourquoi? J'en viens. En fait, nous sommes dans un pays où nous savons très bien... Et n'oubliez pas aussi Patrice Talon. Qui est Patrice Talon? Patrice Talon aussi, c'est l'un de ces bailleurs-là qui finançait à la fois la mouvance et l'opposition. Donc, il sait très bien que pour la moindre chose, les gens pouvaient gréver. Et ce sont des choses qui handicapaient le développement et l'évolution d'un pays. Lorsque vous n'avez encore rien, vous mettez la rigueur qu'il faut. Quand vous atteignez l'objectif suffisant, c'est fini, vous relâchez. Pourquoi est-ce que parfois même, disons, vous marchez, vous marchez, vous vous privez d'un certain nombre de choses, bien que ça soit essentiel. Quand vous trouvez 1000 francs, vous allez cotiser jusqu'à ce que vous parvenez finalement maintenant à payer la moto. Et c'est le jour où vous finissez maintenant par payer la moto que même pour pouvoir aller même payer tout près là à Tassi, vous prenez moto pour pouvoir y aller. Nous sommes, écoutez, lorsqu'on parle du sérieux, aucun sérieux en matière de développement ne peut s'accompagner d'un moindre sacrifice. Et vous estimez, toutes les revendications ne peuvent pas être satisfaites. Et ce que moi je retiens, je ne peux pas être laissez-moi finir, puisque je vous ai laissé parler au fait. Le développement... Vous avez encore une minute. Le développement, c'est la somme des déséquilibres. Retenez-le. Même vous qui êtes là, dans le ménage, est-ce que vous parvenez à satisfaire tous les besoins au même moment? C'est la somme des déséquilibres. Lorsque vous êtes en train de satisfaire tel besoin, vous ne parvenez pas à satisfaire tel autre. Vous êtes obligé de reporter tel besoin, de satisfaire. Le développement, c'est la somme des déséquilibres. Ce qui est en train d'arriver actuellement au Bénin, c'est que Patrice Talon est parti vendre ce qui est entrepris. Aujourd'hui au Bénin, tout au moins,
nous savons qu'au Bénin, il y a une zone économique spéciale de Glodibé qui est construite. Cette zone économique a permis récemment d'embaucher plus de 5000 jeunes. Si l'on demande aujourd'hui à ce que les investisseurs français viennent, mais la réalité, c'est parce que le premier employeur dans tout pays au monde, c'est le secteur privé. L'État ne peut jamais employer tout le monde. Lorsque l'État fait l'effort de financer pour l'éducation, de financer l'enseignement, de financer la formation technique et professionnelle, la santé, la santé, et qu'au bout du compte, nos frères et sœurs finissent et deviennent des chômeurs, à quoi ça arrange l'État? Ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est une façon indirecte pour pouvoir lancer un signe d'alerte pour dire, vous, jeunes Mérinois, qui êtes en train d'étudier, je suis en train de chercher les investisseurs qui viendront et qui vous embaucheront. C'est une forme de lutte contre le chômage. Donc, nous n'allons pas toujours politiser les débats, soi-disant, non, écoutez, mettons tout ça là de côté. Décrochons d'abord l'emploi. Parce que ceux qui vont gréver, eux là, l'avance qu'ils ont, sur peut-être vous et moi, ou bien sur peut-être d'autres jeunes, c'est qu'eux là, ils ont au moins d'abord l'emploi, non? Et même avec la grève, ils auront leur salaire. Et même avec la grève, ils auront leur salaire. Mais alors, comment est-ce que moi, qui suis jeune, et qui suis encore chômeur, dont l'avenir est encore flou, je vais supporter ceux-là? On a comme l'impression qu'en réalité, vous mettez de côté les réalités humaines. Et je suis vraiment triste de vous suivre. Parce que je dis clairement, vous savez, toute action, toute réforme qu'on fait, il faut mettre l'homme au cœur. D'abord, c'est l'homme. Attendez-moi. Si l'avenir est flou, c'est l'homme. Avant tout, c'est l'homme et après tout, c'est l'homme. Les grèves dont on parle, dont vous parlez abondamment comme si c'était une fantaisie des travailleurs. Qui sont derrière nous. Attendez, oui, qui sont derrière nous. Oui. Vous parlez comme si c'était une fantaisie des travailleurs. Je suis au regret de vous suivre comme ça. Parce que je vous dis réellement, depuis des années, des fonctionnaires font des revendications pour améliorer leurs conditions de travail. Cette année, par exemple, depuis 2 ans ou 1 an, on parle des AME, par exemple. Avec les situations qu'ils vivent, il y a un déséquilibre déjà au niveau du traitement des travailleurs. Il y a un problème qu'il faut régler. Et quand on dit j'ai reconnu. Le gouvernement est à la tâche. En parlant, non, laissez-moi finir. En parlant, j'ai bien reconnu qu'il faut encadrer les règles, les grèves. Je l'ai dit clairement. Et j'ai bien dit que ce que fait Patrice Talon est à saluer. Je l'ai bien dit. Je crois que c'est peut-être ça, vous n'aviez pas écouté cette partie. Et j'ai bien dit que la GDIZ qui est mise en œuvre à Glodibé va permettre à créer de la richesse et de l'emploi, de la croissance et de l'emploi aux jeunes. Oui, et je l'ai reconnu. Mais je dis la formule utilisée, les mots utilisés. Parce qu'en réalité, vous savez, les expatriés, quand ils viennent ici, on a vu comment certains expatriés sont venus traiter les nôtres au Bénin. Oui, mais parce qu'il y a des mécanismes. Que craignez-vous? Parce qu'il y a des mécanismes qui leur donnent plein droit et personne n'en parle. C'est ça. Et c'est ce que moi je dénonce pour dire, oui, les investisseurs au Bénin, je suis d'accord, j'applaudis cela, mais je dis, il va falloir les mettre, protéger. Attendez, il va falloir mettre le Béninois au cœur pour dire, écoutez, oui, il y a encadrement de grève, d'accord, mais ça ne veut pas dire esclavage professionnel. Il va falloir respecter les droits des travailleurs, il va falloir bien les traiter. C'est de ça que je parle. Sinon, en réalité, en l'État, je ne suis pas contre sa démarche et je ne suis pas contre ses actions. Mais je suis clairement... En fait, ce que je dis, c'est clair. C'est-à-dire mettre l'homme au cœur, respecter la valeur humaine pour que les gens n'en arrivent pas à en abuser. Parce que vous savez, quand vous dites des trucs comme ça, vous dites que vous parlez de la grève. Écoutez, je suis d'accord qu'aujourd'hui, on peut mettre les enfants dans les écoles publiques. D'ailleurs, je l'ai reconnu à plusieurs reprises sur ce plateau, sur le plateau ici. Mais je dis... dans une certaine mesure, le minimum qu'on peut donner aux travailleurs pour lui donner valeur. On nous a annoncé, par exemple, augmentation des salaires. Et on a dit à l'horizon de novembre 2022. D'accord, c'est des choses sur lesquelles... Et les fonctionnaires n'ont pas demandé l'augmentation de salaire. Jamais c'est-à-dire, je pense malheureusement que Laurent Toyinka est en train de confondre les choses. Qu'est-ce qu'il a confondu? N'entretenez pas... Il est dans sa logique. En fait, et c'est clair. Ne confondez pas les choses. Qu'est-ce qu'il confond? Patrice Talon va à une rencontre du MEDEF. Ça voudrait dire que Patrice Talon est en face des investisseurs. Et ça, donc cela veut dire le secteur privé. Tout le développement que vous êtes en train de faire, ça concerne les agents d'État. Non, attention. J'en viens. Quand on parle des lois, la loi sur le CDD. Laissez-moi finir. Qui subit ça?
Laissez-moi finir. C'est les employés. De quel secteur le plus? Privé. Mais de quoi vous parlez? Laissez-moi finir. Je ne confonds rien. Lorsqu'il est parti et qu'il leur parle, vous savez, en réalité, lorsque vous allez faire la cour aux gens pour leur demander de venir, c'est pour cela que je dis souvent, à chaque fois que vous allez perdre votre temps à lire Patrice Talon au premier degré, vous allez toujours vous tromper. Et c'est malheureusement l'erreur que certains politiciens font et finalement le monsieur leur joue des tours. Il est dribble. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque vous voulez inviter des investisseurs à venir dans votre pays, invitez-les d'abord, qu'ils viennent et qu'ils investissent le milliard pour s'installer. Il leur est difficile de repartir lorsque vous allez leur dire, ici, on ne fait pas telle chose à nos travailleurs. C'est comme ça. Et vous pensez que c'est cette démarche... Par exemple, écoutez, s'il vous plaît, toute démarche en matière d'investissement est méthodique et bien organisée. Tout opérateur économique qui sait qu'au Bénin, il est possible d'investir dans cet environnement-là sans être perturbé par les questions de quoi. Lorsque vous êtes un bon travailleur, lorsque vous êtes un bon employé, votre employeur s'emploie toujours à ne jamais se débarrasser de vous. La question est claire. Et lui, sa mentalité est une mentalité de compétition. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et d'ailleurs, les gens l'appellent compétiteur. C'est une mentalité de compétition. Ce ne sont que les meilleurs qui restent. Donc, lorsque l'opérateur économique vient au mais pays, lui-même, il recherche les meilleurs. Oui. C'est avec les meilleurs qu'il travaille. Ouais, lorsque l'opérateur économique vous embauche et vous venez, vous devez faire tout possible pour être meilleur. C'est tout ce qu'on vous demande. Seconde chose, c'est ceci. Quand vous allez faire la cour à une fille, et que peut-être que vous faites, cette femme-là, elle vous intéresse. Même si vous savez qu'elle a quelques défauts et quelques caprices, et que vous savez très bien que si jamais vous faites, c'est que vous tenez trop à ça en lui faisant trop de reproches, elle va partir. Vous vous calmez d'abord. Le jour où elle sera finalement sous votre toit, ou bien c'est-à-dire entre vos mains, vous commencez peut-être à utiliser les méthodes les plus dures possibles pour changer cela. C'est ça. Ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est méthodique. Aucun investisseur ne viendra au Bénin après avoir investi ces milliards et ne va pas se soumettre aux règles du Bénin. Jamais. Donc, il faut d'abord laisser les gens venir d'abord. C'est ça. Nous allons finir avec ce sujet. Vous répondez, je vous pose ma question. Dans cette réforme du climat des affaires au Bénin, je suis le premier à reconnaître que beaucoup de choses ont été faites. Le climat des affaires aujourd'hui, on peut créer une entreprise aussi facilement. On peut être raccordé à l'électricité et à l'eau facilement aujourd'hui. Je suis d'accord. Et je dis, les réformes qui ont été faites dans le secteur des entreprises du privé, c'est bon. Mais je dis, il y a des aspects qui ne sont pas pour moi vendables. Et ça, c'est mon avis. Et je l'assume. Quand je dis... On respecte votre avis. Je dis, ce n'est pas vendable que de dire ouvertement à la face du monde ce qu'on a dit, notamment concernant le traitement de l'humain dans l'entreprise. Dites-nous maintenant, Laurent Roland Tonné-Ikes, la REF 22, l'offensive diplomatique béninoise a-t-elle fait mouche? Oui, mais ça, je crois que quand on suit un peu, je l'ai reconnu, et que le chef de l'État, s'il était entrepreneur parmi les Français, je serais convaincu. C'est vrai que je ne serais pas d'accord sur un certain nombre d'aspects, tenant compte des valeurs qu'incarnent les entrepreneurs français. Il a dit que c'est la recherche du profit, mais on a vu des entreprises investir en Afrique, mais qui ont été attaquées en France et en Europe. Attendez, laissez-moi finir. Parce que vous avez beau dire que l'entrepreneur, c'est la recherche du profit. Je suis d'accord que nous sommes dans un système capitaliste. Mais on a vu des entreprises capitalistes venir investir en Afrique, faire tout leur Java, mais être attaqués dans leur pays là-bas et payer des dommages. C'est pour vous dire quoi? Au-delà de tout, mettons, je crois que ce qu'il a fait, c'est à saluer. Amener les investisseurs, c'est à saluer. Croissance, création de l'emploi, c'est à saluer. Il faut être d'accord, il faut être unanime sur la question parce que le Bénin a beaucoup de choses encore à faire. Nous avons encore le chemin long pour atteindre le développement, mais pas pour autant qu'il faut accepter tout. Syriac, est-ce que, au vu de tout ce que nous avons entendu le chef de l'État dire, les investisseurs français, on peut les espérer au Bénin d'ici quelques mois? Il y a de quoi les espérer. Et vous savez, il y a certains éléments que les gens ne consultent pas. La réalité, c'est que par le passé, en fait, les investisseurs français ne veulent pas investir au Bénin parce que le Bénin faisait partie des PPTE, des pays pauvres très endettés. Donc, qui ne bénéficiaient que des APD, des aides publiques au développement. Donc, lorsque l'on identifie votre pays
comme un pays qui déjà historiquement ne bénéficie que de l'aide. L'image... Comme un pays qui a au biberon. Hein, le nouveau, c'est-à-dire l'ancien cliché que l'on a de vous, c'est ce qui demeure. En réalité, soyez certains, un ami qui peut-être vous a vu dans une situation de précarité et de pauvreté extrême, et qui peut-être a voyagé et a fait 10 ans, l'image que cet ami aura toujours de vous, c'est cette ancienne image-là. Donc Patrice Talon est allé en quelque sorte pour pouvoir anoblir l'image du Bénin aux yeux des investisseurs français. C'est ce qu'il faut comprendre. Et au-delà, la seconde chose aussi qu'il faille souligner, c'est ceci. C'est le fait qu'il y a... Pour finir avec le sujet. C'est le fait qu'il y a bon nombre de choses qui sont en train d'être faites, que les gens ignorent. Et le fait maintenant pour des investisseurs français, parce que les gens ont coutume de se diriger vers où? Allez, en fait, la plus grande partie de l'investissement français, vous savez vers quel pays cela se trouve? Dites-nous. Le Nigeria, qui est pourtant un pays anglophone. Et vous savez pourquoi est-ce que cela ne se dirige vers aucun pays francophone? C'est parce que les pays francophones, pour la plupart, ne bénéficient que des AP2. Donc, ce ne sont que les fondations de ces diverses entreprises qui ne viennent que nous aider. Alors que l'aide publique au développement ne contribue jamais à la croissance économique d'un pays. Donc, ce qu'il est en train d'être fait, c'est-à-dire ce qui est en réalité en train d'être fait, c'est ce qui va nous permettre d'essouffler. C'est ce qui va nous permettre au moins de trouver l'emploi avant de réclamer maintenant après autre chose. Parlons d'abord du pain, avant de parler maintenant du beurre, du mayonnaise et autres. Merci à vous, Syriac Dekenou, Laurent Roland-Tony Kess. Merci pour vos contributions sur le sujet. Nous allons passer au deuxième sujet de ce débat. Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latoundji élue présidente. Vous le savez, l'Assemblée a été reportée une fois et puis elle a eu finalement lieu hier. On va vivre rapidement l'ambiance dans laquelle elle s'est déroulée avant les élections. Oui, c'est bien Zakiat Latoundji, on ne s'est pas trompé, c'est avec OUN, Zakiat Latoundji. Et donc, voilà l'ambiance dans laquelle s'est déroulée hier l'Assemblée générale élective. Zakiat Latoundji a été élue présidente de l'UPMB. Qu'avez-vous à dire à ce propos? En fait, on ne peut que la féliciter pour sa brillante réélection parce que c'est une dame qui, au-delà de tout, a fait montre quand même, disons, de dynamisme. À une époque où l'aide à la presse n'existe plus. À une époque où, aujourd'hui, il est vraiment difficile de se faire appeler même journaliste, puisque, en fait, la presse nourrit rarement son nom aujourd'hui au Bénin. Elle a su mener le combat. C'est vrai qu'il y avait en face un autre camp, bien plus jeune qu'elle. Mais ce camp, malheureusement, n'a pas su se mettre à la hauteur des ambitions qui étaient les siennes et qui étaient la leur. Et malheureusement, la dame a pu gagner face à eux. Donc, je ne peux que la féliciter et souhaiter à ce que, tel qu'elle l'a fait par le passé, puisque ce que beaucoup ne savent pas d'elle, regardez toutes les fois où des journalistes ont été mis en difficulté devant la justice. Si vous lisez à chaque fois les communiqués que cette dame-là faisait, c'était des communiqués vraiment offensifs, des communiqués d'indignation, qui sont bien différents des communiqués que pouvaient pondre d'autres organisations. Des communiqués de compassion. Des communiqués vraiment qui n'aménagent pas le gouvernement. Vous savez, la presse également aussi, c'est une autre mafia, et on le sait très bien. Elle a su gagner, elle a mobilisé plus de voix que tout le monde. Moi, je lui souhaite une bonne mandature, et je prie le bon Dieu de l'aider et de l'éclairer pour que ceux qui ont perdu aussi
puisse s'additionner à elle pour que nous puissions quand même relever la maison presse. Laurent Roland Tonnikens, au regard de ce qui s'est passé, on dirait qu'il y a des journalistes qui se croient au-dessus des autres. Ils sont les super journalistes et voilà, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que nous allons continuer par, comment dire, faire la promotion de la presse, de la profession ainsi? Je crois qu'il y a manqué d'humilité au niveau de à certains niveaux, bien évidemment. Et le manque d'humilité a fait qu'il y a eu les casques, les désordres que nous avons vus hier. Je crois que l'Union des professionnels des médias est appelée à résister au temps et à demeurer dans le temps pour faire en sorte que nous puissions, cette union, continue de défendre les intérêts des journalistes. Il y avait en lice hier 2 hommes contre une femme. Josué Fortuné Merenou et Fortuné Sousa, bien évidemment 2 Fortunés contre Zakiat Latoundji. Et bien évidemment, on a suivi un peu de loin ce qui s'est passé avec le point fait par certaines personnes qui étaient proches des 2 camps. Je crois que quand on suit, on fait le point. Et étant donné qu'il y a eu des huissiers dans la salle, il y a eu les forces de l'ordre, bien évidemment, je crois que chaque camp va faire son rapport, son procès verbal, et on saura à quoi s'en tenir. Ce que je sais, c'est que au thème de cette élection, Zakiat Latoundji a remporté les élections, est réélu président de l'UDBN, de l'IPMB. Autant pour moi. Mais bien évidemment, de l'IPMB, bien évidemment, autant pour moi. On a tellement parlé de l'UDBN sur le plateau en semaine. Donc, vous imaginez, ça peut arriver, c'est lapsus linguique. Donc, pour dire que président de l'IPMB pour 3 ans également, c'est vrai que ça va beaucoup, ça jase déjà. Oui. Et ça va jaser encore. Et on annonce qu'ils seront devant le procureur, que la justice va trancher. Parce que Fortuné Sousa disait avoir amené un huissier assermenté qui a fait le constat, qui a fait un rapport. Je parie que le camp Merenou, bien évidemment, avec le groupe Dynamisons l'Union, va certainement amener aussi, dont le coordinateur c'est Katakoula Dieudonné. Vous parliez de honte pour la presse béninoise, pourquoi? Oui, j'ai parlé hier de honte pour la presse béninoise parce que nous sommes positionnés, nous sommes bien placés pour critiquer les acteurs politiques. Tous les secteurs, nous sommes là pour faire la leçon aux gens. Mais nous-mêmes, on ne peut pas être assez disciplinés. Ça pose un problème. Des gens qui ne peuvent pas se discipliner eux-mêmes, peuvent-ils se faire valoir et s'asseoir sur un plateau et vouloir critiquer les acteurs politiques? C'est pourquoi je parlais de honte. Parce que moi, à cette nous, on ne le critique pas, hein, nous, on fait des analyses. Non, mais non, quand on dit... L'esprit critique, ça construit. Donc, quand on dit critique, ce n'est pas critique dans le sens du béninois où on vous dit n'importe quoi. Mais critique, l'esprit critique, c'est vous le faites pour amener les gens à s'améliorer, à se remettre en cause pour faire mieux. Donc, c'est différent des critiques. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce qu'on a vu hier ne nous honore pas. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, puisque j'ai des amis de tous les côtés, mais ce qu'on a vu hier ne nous honore pas. Je crois que dans la semaine, une consoeur de la télévision nationale écrivait pour dire qu'il soutenait l'un des 2 hommes et qu'elle ne soutenait pas la consoeur, et quelqu'un de lui de commenter son post pour dire, mais est-ce que vous vous associez pour aider Zakiat Latoundji à améliorer ce qu'elle fait? Est-ce que ce n'est pas bien? On nous a parlé de moins de 2 millions, en tout cas, le bilan financier déficitaire de 2 millions. Et j'ai vu des gens critiquer. Mais moi, je ne suis pas membre de l'IPMB comme du CNPA. Mais je veux bien comprendre que depuis qu'on n'a plus de financement à la presse et qu'on sait aller à la maison des médias. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, mais allez à la maison des médias. Regardez l'état dans lequel végète la maison des médias. Combien de journalistes participent, cotisent pour faire fonctionner l'IPMB? Combien sommes-nous à le faire? Ils attendent les élections. Et donc, la dame, pardon, autant pour moi, elle n'est pas fille, la dame n'a pas eu de financement pour autant. Quelques institutions l'ont accompagnée. On a dénoncé en tant que journaliste pour dire qu'il faut l'aide à la presse. On ne l'a pas eu. Donc aujourd'hui, ils ont dit que quand elle arrivait, elle avait eu 2 millions dans la caisse. D'accord, mais 2 millions en 3 ans. Je crois que je ne la défends pas. Mais je voudrais dire, il faut que les gens fassent preuve d'humilité, se calment
et aller à la table de négociation, discuter. Parce qu'après les élections, on va se revoir en tant que journaliste. La preuve, ils se sont dit n'importe quoi hier, je suppose. Mais vous imaginez aujourd'hui, demain, pendant les 3 ans, ils vont se voir. Aujourd'hui, ils doivent se voir au Et café à des moments Média+. donnés, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, quand les mêmes journalistes auront des problèmes, ils reviendraient à Zakiat ou à quelqu'un d'autre qui est élu président de défendre ce journaliste. Absolument. Et pourquoi nous allons nous permettre au détour, parce qu'il y a élection, parce qu'on veut manger chef, comme on le dit dans notre jargon, dans notre langue, on veut manger un Dougan, on veut manger chef, parce qu'on veut aussi aller là-bas pour faire sa loi. Je crois que ça n'a aucun sens. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Non, Zakiat a gagné le jeu clos. Que l'on soit Ah, mais pour vous Zakiat. vous validez? Non, en fait, écoutez, moi, je crois qu'au regard de mes fonctions antérieures, je suis mieux placé pour pouvoir apprécier la gestion de Zakiat Latouni. Je sais combien de fois cette dame a fait de plaidoyer vis-à-vis des institutions de la République. Rappelez-nous votre fonction antérieure. Non, Pour ceux qui nous suivent. Non, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas de quoi vous parlez en fait. Pour ceux qui nous suivent, Oui. j'étais point focal au ministère de la Communication et de la Poste. Donc, Point focal communication, il faut préciser. donc, Parce qu'il y en a réalité, point focal c'est-à-dire genre. quoi? C'est-à-dire le ministère qui, en réalité, s'occupait de tout ce qui avait trait à la presse béninoise. Je sais combien de fois cette dame-là, elle faisait de plaidoyer pour que l'on puisse bénéficier de l'aide de l'État à la presse, ou bien pour que le FADEM soit opérationnel. Vous imaginez 2 millions, là même là, 2 millions. 2 millions, c'est quoi? 2 millions, c'est quoi? Ah non, attention, il ne faut pas dire ça. On va dire ça. Même 5 francs, il faut justifier. Même Même 5 francs, il faut justifier. à gérer en 3 ans. Je ne suis pas Pour une organisation je pareille. ne suis pas pour la promotion de la gabégie. D'accord. Je ne crois même pas d'ailleurs parce que, au fait... Non, la connaissance, ce n'est pas évident. Lorsque vous allez, lorsque quand même vous essayez de faire une introspection et de voir tout ce qui a été organisé comme atelier, comme séminaire et autres, pour une institution comme ça, qui représente les zones des médias, et les gens eux-mêmes là, ils n'ont même pas honte de parler de 2 millions qu'il y avait dans la caisse. Et la dame parle même, disons, de déficit de 2 millions. Moi là, remettez-moi 2 millions, en un mois, c'est fini déjà. Et alors, pour maintenant, c'est-à-dire une institution qui représente les hommes des médias, qu'est-ce que 2 millions va faire? En 3 ans. N'ayons pas peut-être, disons, c'est que l'instinct de pauvreté, ou bien l'instinct parfois, disons, miséreux, qui doit nous amener à donner trop de valeur à quelque chose qui n'en nécessite pas. Ce n'est pas parce que la dame a pris de l'avance sur eux tous qu'il faut se mettre à la critiquer. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il est l'heure pour que les uns et les autres puissent se retrouver, pour pouvoir aller à la table et travailler ensemble. Ce dont on a besoin. Regardez même, la dernière fois, j'étais même à une réunion des hommes des médias. On fait le point des cotisations. Personne ne cotise même. Les gens ne cotisent pas. Regardez, des gens qui n'ont même jamais cotisé et qui viennent critiquer quelqu'un. Et le pire dans cette affaire, c'est-à-dire quoi? C'est que vous avez même, disons, des femmes assimilées journalistes. Je les appelle assimilées journalistes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est-à-dire, ne méritent même pas au regard de leur parcours, ni quand même, disons, au regard même, disons, des diplômes qu'ils détiennent. Des gens qui sont venus dans le métier par, disons, accident. Pas effraction. Pas effraction. Aller contre la dame là. Mais c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Je ne dis pas... Les tests parlent d'expérience. Je ne 2 dis ans pas... d'expérience dans l'exercice de la profession. Je ne dis pas qu'il faut lui dresser... Allez lire les tests. Mais ne vous parlez pas de diplôme ici. Je ne dis pas qu'il faut lui dresser une carte blanche. Je ne le dis pas. Malheureusement, la dame, elle est là. Vous avez fait vos tapages médiatiques sur les réseaux sociaux, tout comme si l'élection a lieu sur fait, les réseaux sociaux. À la dernière minute, la dame, elle vous dame le pignon. C'est les femmes Amazon dont on a besoin de ça. Et dont on a représenté la statue de la présidence. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. En fait, si la personne vous a frappé et vous a gagné, reconnaissez que bon, la personne là, est plus forte que vous. Et dites à la personne, ok, il n'y a pas de souci, on se donne la main au prochain match. Et c'est fini. Donc, pas de débat. Ce débat-là est clos. Zakiat Latouni, élu président de l'UPRB. Les gens peuvent, disons, aller jusqu'à, c'est-à-dire, aller voir le président de la République. Aller à la haie. Ils ont malmené. Ils peuvent aller à la haie. Ils ont malmené leur politique. Et les agitations sur les réseaux sociaux. Je crois que quand on lit certains commentaires ou certains comptes rendus, on se rend compte que des gens qui étaient dans les autres camps, finalement, à cause des discours qui sortaient de la bouche de certains, en tout cas des camps des 2 hommes, ont dû rebousser chemin pour aller soutenir la dame. En tout cas, selon les rapports qu'on a reçus. Et je crois que quand c'est comme ça, alors, on fait preuve d'humilité, on se calme, on reconnaît sa défaite, on se prépare pour les prochaines fois. Quelles sont alors, en 2 minutes, les conclusions
que nous pouvons tirer de ces élections de l'Union des professionnels des médias, puisqu'il y a des confrères qui se demandent, qui nous interrogeaient, avez-vous participé une fois aux élections? On n'a jamais vu des élections pareilles. Quelles sont les conclusions qu'il faut tirer aujourd'hui pour l'avenir, Siyak Dekenou? Les quelques en guise de mot de conclusions fin qu'il faut tirer, c'est que cette élection traduit en réalité ce que représente, c'est-à-dire le vrai visage de la presse béninoise, le visage actuel de la presse béninoise. Ça dit quoi? Lequel? Ça dit quoi? Pauvreté, improvisation, manque de professionnalisme et tout. C'est tout. Maintenant, Zakiat Latouji, qu'est-ce qu'elle peut faire même seule? Aujourd'hui, dans un contexte où il n'y a pas les moyens, il n'y a absolument rien. Notre seule prière serait que le bon Dieu l'assiste et qu'aujourd'hui les réformes en cours, surtout pour le bon fonctionnement du fonds d'aide aux médias, et le FADEM, puisse être opérationnel. Et bonne chance à elle. Puisque vous avez double casquette, on dirait que vous dénigrez la profession. Non, en fait, ce n'est pas que je dénigre la profession, malheureusement. Vous avez parlé de manque de professionnalisme. Ce n'est pas que je dénigre la profession. De pauvreté. Ce n'est pas que je dénigre. Mais aujourd'hui, il y a la pauvreté dans le rang des professionnels. Ce n'est pas que je dénigre. Ce n'est pas surprenant de le dire. Ce n'est pas que je dénigre la profession. Je suis fier d'être journaliste et je le dis même un peu partout. L'essentiel de ce que j'ai pu obtenir, je l'ai obtenu par cette presse-là. Je le dis dignement. Cependant, aujourd'hui, le nouveau visage que présente la presse, c'est un visage qui nécessite à ce que ce soit des gens qui ont véritablement les moyens, qui s'y investissent, et non des gens qui guettent au coin de la rue une autorité politique pour dire non, non, non. Pour créer un journal. Pour créer un journal. Non, en fait. Pour créer et on ne crée pas son journal, on ne crée pas son journal, on ne crée pas son média pour attendre à ce que ce soit l'État qui vienne vous financer forcément. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions essentielles. C'est parce que par le passé, et presque pendant tout le temps, nous avons vécu sous le dos des politiciens et de l'État qu'aujourd'hui, lorsque Patrice Talon, venant au pouvoir, nous a privé quand même, disons, de toutes ces mannes financières, nous avons du mal. Ce débat est clos aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai pu comprendre que si vous êtes journaliste aujourd'hui et que vous n'êtes pas un journaliste en plein temps, comme vous autres qui travaillez dans les chaînes de télévision et qui êtes en plein temps et embauchés dans des conditions bien réglementaires et normales, et que vous êtes journaliste peut-être des web médias, de la presse écrite et autres, créez une seconde chose qui servira de source de financement à votre journal pour que ce journal ait... Nous aussi, nous devons de créer une seconde chose. Ce conseil va à l'endroit même de ceux qui ont des contrats et qui travaillent à plein temps. Laurent, on a entendu qu'est-ce? Oui, mais je pense que Siyak a tout dit. Aujourd'hui, il faut que les journalistes se prennent en charge. Il faut que les promoteurs de médias comprennent que les médias, ce n'est pas nécessairement pour se faire autant de l'argent. Parce qu'en réalité, ailleurs, c'est des groupes qui se mettent ensemble. C'est des groupes qui se mettent ensemble pour créer les médias et qui financent les médias, bien évidemment. Mais ici, c'est que le jeune se lève, va voir un chef quartier ou un député ou un conseiller communal. Ils s'entendent, ils créent le journal. Et puis, quand le conseiller n'a plus les moyens, le journal tombe et il commence par se plaindre. Ça pose un problème. Donc, il va falloir que nous puissions voir de ce côté, nous, en tant que professionnels des médias, que nous puissions savoir qu'est-ce que nous faisons de notre métier. Quel sera l'avenir de la presse béninoise? Ça dépendra de nous et de nous seuls. Comme le dirait l'autre, terminus, tout le monde descend, les lunettes aussi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du forum des rédactions d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était sur ce plateau mes deux débatteurs, Laurent Roland, Tony Ikes à ma droite, même si Siyak Dekenou estime qu'il n'est pas plus sain que lui. Et ici, j'ai voulu utiliser une métaphore pour dire qu'il est à ma droite comme Jésus à la droite du Père. Ce fut un plaisir, Siyak Dekenou. N'oubliez pas de lui dire que pour son activité secondaire, il faut qu'il paye régulièrement la dîme. Ça va permettre qu'il soit béni. Et les impôts aussi. Ne vous inquiétez pas, monsieur le pasteur. C'est cela fait. Merci beaucoup. Et à la réalisation, c'était Marcel Yedo de Maître comme toutes les fois. Je remercie toute l'équipe de production, Alain Rumpé de l'autre côté, également Martin Toinset. Je n'oublie pas notre ami Modeste Rundekondi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Suivez, partagez et surtout, merci pour votre fidélité. À vendredi prochain.